Jeudi 9 février. J'avais raison. Le numéro 6 est arrivé ce matin. C'était mon tour d'attendre l'ascenseur. J'étais dans le couloir avec un sac poubelle plein à la main, en train de réfléchir à mon idée d'évasion, quand j'ai entendu descendre la cabine. La porte s'est ouverte et il était là. Merci beaucoup Diamo pour les 5 bits. Merci à toi le sang. Ça me fait plaisir. Il s'appelle Russell Lansing. Je le connais, enfin, je sais qui c'est. J'ai vu sa photo dans les journaux et au dos de son livre « Le temps et les choses », traité de philosophie naturelle pour le XXIe siècle. Il était dans le fauteuil roulant, ligoté et bâillonné, mais conscient. Il avait les yeux ouverts, rouges, effrayés et pleins de larmes, mais ouverts. Je l'ai fait rouler hors de la cabine et j'ai doucement ôté le ruban adhésif qui le recouvrait la bouche. « Merci » a-t-il dit dès qu'il a repris son souffle. Où suis-je ? J'ai commencé à défaire ses liens. En tirant sur les nœuds, j'ai essayé de tout lui expliquer aussi clairement que possible. Nous 5, l'ascenseur, la bouffe, les caméras et les micros. Tout ça mis bout à bout faisait une drôle d'histoire. C'est étrange comment on peut s'habituer à quelque chose et même ne plus voir à quel point c'est tordu jusqu'au moment où on en parle. Je sais, je t'en parle depuis plusieurs semaines, mais c'est différent. C'est une parole silencieuse. Là, je parlais pour de vrai. Pendant que je racontais toute l'histoire, Russell écoutait patiemment. Il n'a rien dit avant que j'ai terminé. Et tout ce qu'il a dit alors, c'était « Je vois ». Très calme. « Vous, ça va ?» j'ai demandé. De la tête, il a fait signe que ça allait. Il se frottait les poignets en regardant autour de lui. « J'ai été drogué, je suppose. Je n'ai pas été physiquement blessé. Tu es ici depuis combien de temps ?»« Bientôt 2 semaines. » 2 semaines ? Ça me paraît beaucoup plus long. En même temps, y a rien à faire dans une pièce de 2 mètres carrés, du coup tu m'étonnes qu'il s'est chier. Ça va faire un train de live à vous deux dans 2 minutes. C'est vrai que ça serait drôle qu'à deux réussissent à lancer le train de live. Bon, non. Après, je sais pas si le train de live c'est avec un certain nombre de bits ou un certain nombre de personnes qui donnent des bits. Parce que ça se trouve, ils sont pas contre Twitch, ils évitent en mettant un minimum parce qu'ils ont envie d'avoir de la moula. Twitch, on les connaît. Il s'est frotté les yeux. Alors ça, je veux bien le croire. Est-ce qu'il y a des toilettes ici ? J'ai dû rester assis 4 heures dans ce fauteuil. Oui, vous pouvez marcher ? Je suppose. Il a essayé de se lever du fauteuil, mais avant même d'être debout, il a fermé les yeux avec une grimace de douleur et il est retombé assis. Il a respiré profondément, plusieurs fois. Peut-être pas. Ce n'est pas un problème. J'ai poussé son fauteuil dans le couloir jusqu'à la salle de bain. Pendant le trajet, j'ai vu ses yeux se poser partout pour étudier les murs, le plafond, les portes, le sol. Il observait tout. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes ? Des chambres. Et c'est là que sont les autres ? Ils doivent dormir. On dort tous beaucoup. Ils vont bientôt se lever pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner ? Nous sommes très civilisés. Il a souri. Vous êtes Russell Lansing, n'est-ce pas ? C'est bien moi, en effet. Moi, c'est Linus Wims. Wims ? J'ai hoché la tête. J'ai lu votre livre, j'ai dit. Ah oui, j'ai vraiment aimé. Merci. Je ne savais plus quoi lui dire. Pour être franc, j'étais un peu intimidé. Je me disais que j'avais l'air ballot comme un môme qui rencontre sa pop star préférée. J'étais content que les autres ne soient pas là. Malgré ma timidité, c'était un beau moment et je le voulais pour moi seul. Je l'avais découvert, je savais qui il était, j'avais lu son livre, il était à moi. Ça fait un peu quand même bizarre, hein. Voilà, nous sommes arrivés. C'est la salle de bain. Est-ce que vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul ? Je suppose. Je l'ai aidé à se mettre debout. Il y a un drap accroché à la porte à l'intérieur pour se cacher des caméras. Il y a une caméra dans la salle de bain ? J'ai confirmé d'un signe de tête. Si vous enfilez le drap, on ne vous voit plus. Très bien. Eh bien, merci. Chouchou. Merci beaucoup à vous, Diarou et Elixir pour les beats. Les beats. Et Diarou encore pour les beats. Aïe, la lecture. Encore ? C'est un petit bruit, ça passe, tu vois. Il est pas trop fort. Imagine, on pollue pas du tout l'ambiance, c'est faux. Non, non, pas du tout. Il y a pas du tout les gens de YouTube qui vont mettre des commentaires pour dire au secours. Encore, je me dis ça va parce que j'ai pas le bot de Twitch qui
lis à voix haute les messages que vous mettez dans les dons et dans les bits, parce que sinon ça ruinerait vraiment le live. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis d'ailleurs. Là ça va, c'est un petit bruit qui fait ploum. C'est doux, tu vois. C'est comme quand il y a quelqu'un qui s'abonne, c'est une petite musique d'ambiance ou qui follow la chaîne, ça va, c'est sympa. Bisous YouTube, et oui, des bisous YouTube, merci à vous d'être là, de regarder les replays et de venir donner de la force vous aussi avec vos commentaires et votre présence. Un bisou. Vous avez un bisou de la part de Dire en plus. Ça je veux pas dire, il en fait pas tout le monde des bisous, alors profitez-en. Je l'ai regardé entrer lentement dans la pièce et refermer la porte. Il est vieux, près de 70 ans je pense. Sa peau noire a pris une teinte grise sans éclat, et ses cheveux blancs ont l'air desséchés. Et j'ai lu quelque part qu'il était très actif dans son soutien aux associations d'aide contre le sida, et qu'il était lui-même atteint, qu'il allait bientôt mourir. Je n'ai pas de mal à le croire. À la table du petit déjeuner, il nous a raconté ce qui s'était passé. C'était entièrement ma faute, dit-il. J'ai rencontré ce type dans un bar, je l'ai laissé m'offrir quelques verres, et j'ai bêtement accepté de le raccompagner chez lui. En tout cas, je crois que c'est ce que j'ai fait, j'étais un peu éméché à ce moment-là. Fred s'est mis à rire. Éméché ? Russell a levé une main, la paume en l'air. Il l'a levée lentement, puis a fait une petite pause, et a rabattu brusquement sa main sur la table de la cuisine, paume vers le bas. Fred lui a fait un grand sourire. Je n'étais pas sûr de savoir pourquoi elle souriait, mais je l'ai imité quand même. J'avais l'impression que c'était la chose à faire. Ça m'a fait du bien, mais j'ai regardé les autres autour de la table, et mon sourire s'est évanoui. Depuis que j'avais fait les présentations, Anya et Bird jetaient à Russell des regards par en dessous. Je ne savais pas pourquoi et ça m'était égal. En même temps, c'est des gros cons, du coup, c'est pas très grave aussi. Mais leur façon d'échanger des coups d'œil désapprobateurs en hochant la tête, tout à coup, ça m'a énervé. Quelque chose te dérange ? J'ai demandé à Bird. Il m'a regardé, a reniflé et s'est tourné vers Russell. Cet homme que vous avez rencontré dans un bar, a-t-il demandé froidement. Avez-vous pu le voir de près ? Russell a réfléchi un moment avant de répondre. Il était charmant, manipulateur, persuasif, intelligent, mais agréablement neutre. Rétrospectivement, c'était le portrait classique du psychopathe. Description. Âge moyen, cheveux brun foncé, plus de 1m75, bien bâti mais pas trop musclé, des mains fortes, rasées de près, lunettes légèrement teintées, un costume anthracite, une chemise blanche, une cravate bordeaux, des mocassins noirs avec des chaussettes bordeaux. Bird avait pris un air sceptique. Et vous vous souvenez de tout ça ? Je suis physicien, observer est ma seconde nature. Bird a pouffé. Oui, bien sûr. Et c'est ça que vous faisiez naturellement, traîner dans les bars pour observer les autres hommes. Russell le regardait bien en face. Je suis gay, monsieur Bird. Cela vous pose-t-il un problème ? Non, bien sûr que non. Je disais simplement... Fred a ri plus fort que tout à l'heure. Vous alors... Oh putain, c'est gênant ce que je vais lire. Je suis désolé pour toutes les personnes des minorités qui vont être citées. Ce n'est pas moi, c'est le livre. Vous alors, vous êtes noir et pédé en plus. Ce n'était pas vraiment subtil comme formulé. Je m'attendais à moitié à voir Russell se fâcher et sortir de table, ou réagir d'une façon ou d'une autre, mais il s'est contenté de regarder Fred avec un sourire que Fred lui a rendu. Ensuite, sans dire un mot, Russell a mis une main sur son œil et il a baissé la tête pour tripoter quelque chose du bout des doigts. Quand il a relevé la tête, il tenait un objet dans sa paume, une bulle de verre lisse qu'il nous a montré. À la place de son œil, on ne voyait plus qu'un orbite vide. C'est dégueulasse, hein. Pas seulement noir et pédé, mon cher, mais aussi borgne pour couronner le tout. Il a de l'humour. Le gamin, il a de l'humour. On apprécie. Il est malin. Tard dans la soirée, des émotions contradictoires. Bonsoir tous, bonsoir Orange Vert, comment vas-tu ? Les problèmes techniques sont résolus. Eh oui. Bon, les gens de YouTube, vous pouvez pas savoir parce que vous avez pas vécu ce grand moment.
Et j'ai eu des problèmes techniques où le micro était assez dégueulasse et tout mon ordi m'a lâché. Mais c'est bon, je suis de retour pour vous faire la lecture effectivement. Merci beaucoup à toi de passer Orange, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Et du coup, rien de mieux que l'autodérision pour mener tentative de moquerie critique. C'est sûr que l'autodérision ça marche pas mal. Après, je pense que même si parfois il faut avoir de l'autodérision parce que si tu réagis tout le temps frontalement, bah même si là il aurait totalement raison de réagir frontalement, mais je pense qu'au bout d'un moment si tu réagis tout le temps frontalement, les gens vont te prendre pour un psychopathe ou pour un gros énervé, du coup ça va plus te desservir qu'autre chose. Du coup je suis d'accord que l'autodérision ça fait comprendre aux gens qui sont cons et en même temps que t'es plus intelligent qu'eux, du coup généralement ils se calment. Mais quelquefois je pense que c'est important de quand même rentrer dans les gens quand ils sont trop oppressifs contre des minorités, que ce soit les personnes LGBTQI+, les minorités raciales, les minorités religieuses, etc. Enfin n'importe quelle en fait, je trouve parfois quand même rentrer un peu dans le tas. Bien ce dimanche soir, et bah beaucoup mieux d'ailleurs, depuis que le live fonctionne correctement. Du coup, j'aime beaucoup Russell. J'aime son calme, son discernement, sa tristesse. J'aime son humour. J'aime sa manière d'accepter les choses. Il nous donne un équilibre. Il me donne un équilibre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il est tellement brillant. C'est un homme très brillant, Russell. Il sait beaucoup de choses et moi, j'adore. J'aime ça parce que je suis brillant moi aussi et nous aimons tout ce qui nous ressemble. Je ne dis pas que je suis un génie, hein. Évidemment, je ne sais pas autant de choses que Russell. Il y a même des quantités de choses dont je ne sais rien. Mais j'ai reçu une bonne éducation. On m'a appris à réfléchir. Alors, même sans connaître les faits, je peux généralement trouver comment aborder un sujet. C'est ça être intelligent. C'est savoir comment réfléchir. Les faits, c'est bien. Mais si on ne sait pas comment les utiliser, ça ne sert à rien de les connaître. Bon alors voilà, je ne suis pas idiot. Je ressens des affinités avec Russell à cause de ça. Il n'y a pas de quoi faire en plat. Je ne me vante pas non plus, c'est ce que je suis et voilà. Nous avons tous quelque chose, Fred est costaud, Jenny a un corps d'or, Anya est belle, Bird est gros. Nous avons tous nos qualités et aucune ne vaut plus que les autres, nous sommes différents, c'est tout. À la réunion de ce soir, Russell n'avait pas grand chose à dire. Aucun de nous n'avait grand chose à dire, il n'y a pas eu d'idées nouvelles ni de suggestions, pas le moindre éclair de génie. Bird semblait préoccupé et il n'a pratiquement pas dit mot. Anya avait mal à la tête, elle s'est vite repliée dans sa chambre. Même Fred était plus silencieux que d'habitude. La seule qui a dit quelque chose de constructif, c'était Jenny. Quand je lui ai montré nos idées d'évasion d'hier, elle étudiait les pages rapidement. Elle l'a lu en remuant les lèvres, puis elle a posé le doigt sur mes notes à propos du fait de distraire l'attention et elle a dit « Celle-là, les autres servent à rien ». Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Et l'idée de Fred, c'est laquelle ? Je lui ai montré la page en question, celle du message dans les toilettes. Elle l'a relue, elle a regardé Fred, et elle a pouffé de rire. « Quoi ?» demandait Fred, « c'est une bonne idée. »« Mais ça ne va jamais marcher. »« Chut !» j'ai dit, « écris ici. » Je lui ai passé un stylo et un bout de papier. Elle s'est penchée sur la table en protégeant la page du bras. En tirant la langue, elle a écrit « Que dira le message ? On sait rien. On sait pas où on est. À quoi ça sert d'écrire un message quand on sait pas écrire quoi dedans ?» Je l'ai montré aux autres. Nous nous sommes regardés. Et merde, a dit Fred. Elle a raison. Jenny a eu un sourire de fierté. Après la réunion, Russell m'a dit qu'il aimerait me dire un mot. J'ai fait du café et je lui ai apporté dans sa chambre. C'est la chambre numéro 6. Au moment où j'allais fermer la porte, Bird est passé, en chemin vers sa chambre. À lui, la numéro 4. Il a ricané. Fais gaffe à toi là-dedans. Il est rigolo parce que vu qu'il est gay, forcément il va sauter sur tout le monde. Et c'est connu enfin. Gros beauf quoi. Je l'ai ignoré et j'ai fermé la porte. Quand je me suis retourné, j'ai vu Russell s'asseoir avec précaution sur le lit. Il avait l'air de souffrir. Aucune blague à faire si vous voulez. Vous allez bien ? Ce n'est rien, je t'en prie, assieds-toi, a-t-il dit en indiquant la chaise. Russell a bu une gorgée de café. Il a regardé la grille au plafond. C'est horrible. Quoi ? Les caméras ? Tout, absolument tout ici. Cet endroit et vous tous, cette pauvre petite fille. Sa voix s'est brisée, il a hoché la tête. J'ai vu ses parents à la télévision. Tout cela est abominable. Je n'ai rien dit.
Je ne ressentais pas le besoin d'ajouter quoi que ce soit. Je suis resté assis, en silence. On entendait les murs bourdonner, le temps a passé. Au bout d'un moment, Russell a levé les yeux et tendu l'oreille en penchant la tête d'un côté. Ce bourdonnement, il est là en permanence. J'ai hoché la tête. Il a écouté, il a regardé la grille du plafond et a posé une main sur le mur. C'est un petit générateur, a-t-il murmuré, comme s'il se parlait à lui-même. 4 cylindres, moteur diesel. Il a ôté la main et m'a regardé. On a affaire à une opération de grande envergure. Vous croyez ? Il a regardé autour de lui en hochant la tête. Impressionnant. Ça a dû nécessiter beaucoup de temps et d'argent. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit à votre avis, un sous-sol ? Vous pensez qu'on peut en sortir ? Est-ce que vous pensez que... Il a levé une main. Pas toi à la fois, a-t-il dit avec doucement. Excusez-moi, vous devez être fatigué. Il a souri. Je suis toujours fatigué, je suis vieux. Il a pris un peu de café. Je regarderai ça en détail demain et nous saurons à quoi nous en tenir. Tu pourras peut-être me faire visiter. Avec plaisir. Bon, ça va, c'est... assez facile la visite, c'est plutôt petit. Le silence s'est étiré à nouveau. Au bout d'un moment, j'ai vu qu'il était troublé par le bruit de pleurs étouffés qui provenait de la chambre voisine. Anya. Ses sanglots étaient assourdis, comme s'il avait enfoncé la tête dans son oreiller. Russell s'est éclairci la gorge. Cette jeune femme... Anya, c'est ça. A-t-elle une relation avec Monsieur Bird ? Je les ai entendus parler il y a un moment. Les murs sont très minces, il était dans sa chambre. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Il hocha la tête d'un air songeur. Peut-être plus qu'Anya ne le souhaite. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il haussait les épaules. Elle lui a demandé de la laisser tranquille. Elle avait l'air profondément troublée. Elle a sans doute simplement les nerfs en vrac. Cet endroit pousse à tout le monde à bout. Je peux imaginer ça. Séance de sport et pompe en écoutant le live. Bah, Wand est dans un mood peut-être plus joyeux que le livre. De temps en temps, l'attaque reste le meilleur des défenses. Après, il faut savoir doser. Oui, c'est sûr, c'est une histoire de dosage. Si t'attaques jamais, tu te fais juste marcher dessus. Mais si t'attaques trop, malheureusement, même si t'as raison d'attaquer, tu passes pour un con. Un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Il faut toujours prendre soin de son corps. C'est pour ça que je fais pas de sport. Allô. Un dimanche de repos, j'essaie de mettre mon temps à profit comme je peux. Bah, t'as raison de profiter des moments comme ça. Surtout que si t'en as pas beaucoup, autant faire le maximum de choses qui te font plaisir pendant tes moments de repos. À ce moment-là, une chose étrange est arrivée. Son œil valide s'est mis à cligner, lentement et régulièrement. Son visage s'est figé et le regard est devenu vague. Il semblait fixé sur un point lointain. Sa tête est retombée contre sa poitrine comme s'il était endormi d'un coup. J'ai reculé ma chaise en la faisant grincer sur le sol et je me suis éclairci la gorge plusieurs fois en faisant beaucoup de bruit. Mais il n'avait pas l'air de m'entendre et j'ai peur qu'il se soit évanoui ou quelque chose comme ça et j'allais lui donner un petit coup sur le bras quand sa tête s'est brusquement relevée. Il s'est rassis bien droit et m'a regardé. Hein, quoi ? Qu'est-ce que... Monsieur Lansing ? Un instant, il a eu l'air perdu et puis son visage s'est éclairé et il m'a souri. Est-ce qu'il serait pas narcoleptique par exemple ? Linus Wims, c'est bien ça ? Oui, le fils de Charles Wims. Je l'ai regardé fixement. Je ne me trompe pas, tu es bien le fils de Charles Wims. Comment vous savez ça ? Eh bien, Wims n'est pas un nom courant, n'est-ce pas ? Et je me rappelle avoir lu un article sur ton père il y a quelques années, où il était fait mention d'un fils adolescent. Et je me rappelle aussi avoir lu quelque part que ton père était fan de la bande dessinée et les Peanuts. Si ma mémoire est bonne, le meilleur ami de Charlie Brown est un petit garçon qui s'appelle Linus Van Pelt. Il m'a souri. Je ne suis pas un grand admirateur des Gribble, mais j'ai toujours adoré les bandes dessinées et les dessins animés, et je pense que les œuvres de jeunesse de ton père sont classées parmi les plus importantes dans ce domaine. Plutôt que la première attaque et une bonne défense, contre-attaque doit être sanglante. Nous devons mettre toutes nos forces dans le combat. Il y a des gens qui ont un truc pour vous faire parler. Ils savent vous faire raconter des choses que vous ne partagerez jamais avec quelqu'un d'autre. Russell est comme ça.
Je ne sais pas comment il s'y prend. En réalité, il ne fait rien de spécial, il est Wingardium Leviosa. simplement là. Salut. Non, je ne lirai pas. Je ne lirai pas ton pseudo. Heureusement que j'ai pu... Heureusement que j'ai lu avant. Mais bienvenue à toi. Mets-toi bien. Et merci pour le follow. Ça fait plaisir, installe-toi. Il pose une question de temps en temps et il écoute la réponse avec patience. Il y a un sentiment de paix chez lui qui pousse aux confidences. Il a su me faire parler, c'est un fait. Je n'avais pas l'intention de tout lui raconter sur mon père, mais quand je lui ai confirmé qu'il avait raison, que j'étais bien le fils de Charles Wims, que les heures de jeunesse de mon père étaient vraiment bonnes, et que les Gribble étaient nuls, et que oui, mon nom était bien inspiré de celui du personnage des Peanuts, il n'y eut plus le moyen de m'arrêter. Je ne lui ai jamais pardonné de m'avoir appelé Linus. C'est un nom tellement débile. Ça aurait pu être pire, il aurait pu t'appeler Snoopy. Il y a toujours pire, c'est vrai. Oui d'accord, mais au moins tout le monde a entendu parler de Snoopy. La plupart des gens de mon âge ne savent pas qui est Linus Van Pelt. Ils pensent que c'est juste un nom débile. Russell a souri, d'un air compatissant. Linus, c'est celui qui traîne sa couverture doudou partout, c'est ça? Celui qui croit à la grande citrouille d'Halloween? Oui. Nous avons un peu parlé des dessins de mon père. Ils ne ressemblent en rien à ceux des Peanuts. Ils sont beaucoup plus sombres, plus dérangeants, et pas vraiment destinés aux enfants. Certains les comparent aux dessins de la série Far Side de Gary Larson, et je crois que c'est un peu ça, un peu surréaliste, un rien bizarre, mais si on demande à d'autres dessinateurs de décrire l'œuvre de mon père, ils citent souvent un homme dont quasiment personne n'a jamais entendu parler, un certain Bernard Cliban. Avant le succès des Gribble, personne n'avait jamais entendu parler de mon père non plus. Est-ce vrai qu'avant la série télévisée, il n'avait jamais gagné d'argent avec ses dessins, m'a demandé Russell. Il en a gagné un peu, mais pas beaucoup. Presque tout ce qu'il gagnait venait de son travail pour des magazines, mais ce n'était pas grand-chose. Et ses livres, personne ne les achetait. Alors, comment faisiez-vous? Ma mère travaillait, elle était avocate. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se sont rencontrés. Il était l'un de ses clients. Mon père s'est fait arrêter pour une histoire de stupéfiants, et ma mère l'avait sauvé de la prison. Russell a souri. Et alors ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et se sont mariés? Ben oui, je suppose, mais enfin, j'étais petit à l'époque, où ma mère était encore là. Alors, c'est difficile de me souvenir clairement de tout, mais je sais qu'ils se disputaient énormément. Ils hurlaient l'un et l'autre comme des malades. Ma mère le harcelait pour qu'il trouve enfin un vrai travail. Elle se mettait vraiment dans des rages folles, en répétant qu'elle en avait assez d'être sa vache à lait. Je ne sais pas si elle était sérieuse ou non, mais il n'y avait aucun doute sur le fait que, financièrement, mon père dépendait d'elle. Et c'est aussi pour ça que tout est tellement parti en vrille quand elle est morte. Bah oui, tu m'étonnes, quand t'as plus d'argent, c'est compliqué quoi. Quand ma mère est morte, j'avais 9 ans. Elle est tombée malade, elle passait beaucoup de temps au lit. Sa chambre sentait mauvais. Elle est allée à l'hôpital et... elle est morte. Mon père a beaucoup pleuré. Il restait ivre-mort des jours entiers. Je ne peux pas y penser, je ne peux pas, je veux pas. À Russell, j'ai raconté des choses quand même. À la fin, mon père s'est mis à vendre tout ce qu'il possédait. La voiture, les bijoux de ma mère, tout ce qui pouvait se vendre, il l'a vendu. Et nous n'avions toujours pas d'argent. Et puis c'est arrivé à un tel point qu'il s'est mis à chercher du travail, un vrai boulot, quelque chose qui lui permettrait de rapporter un peu d'argent chaque semaine. Et il a trouvé. J'ai souri. Tout ce qu'il a jamais fait... Rebonjour, excusez-moi. Tout ce qu'il a jamais fait, c'est dessiner des caricatures. Il ne sait rien faire d'autre. Il n'est pas du tout présentable, il n'aime pas les gens, il est grossier, il boit trop, il se drogue. Ce n'est pas l'employé modèle, c'est ça? J'ai éclaté de rire. Pas vraiment, non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, enfin, c'est que les Gribble ont fait leur apparition. Les Gribble. Tu n'en as sans doute jamais entendu parler. Ils sont célèbres dans certaines parties du monde, surtout en Asie, mais ils n'ont pas vraiment pris en Europe. Le livre illustré d'origine, qui s'appelait simplement Les Gribble, a bien été publié, mais il a dû s'en vendre une 20aine d'exemplaires. Mon père s'en fichait. Il n'avait jamais eu l'intention de publier ce bouquin. Il n'aimait pas les Gribble. C'était juste un truc qu'il avait dessiné un jour où il s'ennuyait, quelques vagues gribouillis en bas d'une feuille de carnet,
Il n'avait jamais prévu de faire quoi que ce soit. Mais l'éditrice avait remarqué les croquis pendant que mon père lui montrait autre chose, et elle avait pensé que ça ferait l'affaire pour un livre d'enfant. Je ne fais pas de livre pour enfants, avait répondu mon père. Je ne peux pas vous acheter le reste, Charlie, je suis désolé, mais personne n'en veut, avait dit l'éditrice. Et combien pouvez-vous me donner pour les Gribbles ? Pas grand-chose, avait répondu l'éditrice, mais pour mon père, c'était suffisant. Il s'est mis au travail sur les Gribbles, en détaillant ses croquis jusqu'à arriver à de vrais personnages. En fait, c'était simplement une grosse tête avec de tout petits bras et des petites jambes, un peu comme les Monsieur Bizarre et les Madame Je sais tout et les autres versions mutantées et un rien inquiétance. Il en a fait une demi-douzaine, chacun d'une couleur différente, il a inventé des aventures pour eux et voilà, les Gribbles. Ils ressemblent à ça. Je vais vous montrer ici. C'est les Monsieur Madame, hein, soyons honnêtes. À propos du livre original, je ne me souviens que d'une chose, c'est que la couleur de chaque Gribble était censée représenter sa personnalité. Gribble bleu était triste, Gribble rouge nerveux, Gribble noir était... Je ne me souviens pas de ce qu'était Gribble noir, méchant sans doute, ou peut-être déprimé, je m'en souviens pas. Enfin le livre est sorti, personne ne l'a acheté, et les Gribbles ont sombré dans l'oubli, sans laisser de traces. Et puis, juste au moment où tout espoir semblait réellement perdu, l'agent de mon père a téléphoné pour annoncer qu'une chaîne de télévision japonaise avait acheté les droits du livre et qu'ils allaient l'adapter pour une série de dessins animés basés sur les petits personnages. Et c'est là que mon père est devenu plus riche qu'il n'avait jamais rêvé de l'être un jour. La série télévisée a eu un succès monstre au Japon et, 1 an plus tard, elle avait été vendue dans tous les pays du monde ou presque. L'argent s'est mis à couler à flot et il n'a jamais cessé de couler. Mon père touche sa part des produits dérivés. Les poupées Gribble, les boîtes à pique-nique Gribble, les trousses Gribble et ce genre de conneries lui rapportent une fortune. Alors, évidemment, au début, il a adoré. Il a acheté tous ces trucs qu'on est censé acheter quand on est riche. La grande propriété à la campagne, la maison de Santa Monica sur la plage, la villa, les voitures, un bateau, des quantités folles d'alcool et de drogue. Il pouvait acheter tout ce qu'il voulait, et il l'a fait. Mais au bout d'un moment, après s'être foré dans tant de cocaïne, dans les narines qu'il était perpétuellement dans les vapes, il a commencé à comprendre, ou se dire au moins, que l'argent à lui seul n'était pas suffisant, et que ce qu'il désirait vraiment plus que tout, c'était le respect. Il voulait qu'on le prenne au sérieux. Il voulait être reconnu comme un artiste, un homme qui a quelque chose à dire. Il ne voulait surtout pas qu'on se souvienne de lui comme créateur des Gribble. Au cours d'une interview, un journaliste lui a demandé un jour s'il était fier des Gribble. Il s'est presque étouffé. Fier ? Je méprise totalement ces conneries. Et maintenant, plus les Gribble rapportent d'argent, plus il se crispe et devient amer. Ça le dévore un peu plus tous les jours, ça le rend fou. Et c'est pourquoi il ne peut pas s'arrêter de poursuivre ses rêves aux 4 coins du monde, essayant sans cesse de monter ses projets. Films d'animation, romans graphiques, créations expérimentales à base d'images de synthèse, le genre de choses dont il espère enfin la reconnaissance qu'il pense mériter. Et c'est pourquoi il a fallu que je supporte trop d'années d'internat, trop d'années de murs gris et froids, de profs vicieux et d'élèves arrogants aux âmes de barbares. C'est arrivé à un point où je ne pouvais plus le supporter, ça me rendait fou. Je crois que ça ne m'aurait pas été aussi terrible si j'avais eu un vrai chez moi. Si j'avais pu rentrer à la maison le week-end, mais je n'avais pas de maison. J'étais obligé de vivre sur place, obligé de rester tout le temps là-bas. Jour après jour, nuit après nuit, il fallait supporter toujours les mêmes vieilles conneries, les blagues débiles sur mon nom, les petites phrases blessantes. Quelle petite phrase ? Demanda Russell, si ça ne t'ennuie pas que je te pose la question. En réalité, ce n'était pas grand-chose, juste les trucs habituels des esprits mesquins, vous voyez, le genre de trucs qu'on vous balance quand vous sortez du rang, que vous êtes bizarre ou pour une raison ou une autre, alors que vous êtes sûrement gay ou quelque chose. J'ai regardé Russell, gêné. Pardon, je ne voulais pas dire. Il a souri. Il n'y a aucun souci. Je sais très bien ce que tu veux dire. La vie peut être dure pour ceux qui ne coulent pas dans le moule. J'ai hoché la tête. Ce n'est même pas si terrible en fait. Vous voyez, je n'ai jamais été tabassé ou quoi que ce soit et la plupart du temps, je m'en fichais de ce que les autres pouvaient penser de moi. Mais je ne pouvais plus supporter d'être forcé de vivre constamment avec eux, de les regarder manger, de les regarder se laver, de les entendre péter et rôter, de sentir leurs odeurs.
c'est une manière de vivre absurde. Ça puait et voilà. Vous savez, l'odeur infecte de la merde de quelqu'un d'autre, eh bien, c'était comme ça, mais tout le temps. Et alors, tu t'es sauvé en courant? Oh, je n'ai pas vraiment couru. Mais tu as quitté ton lycée, tu es parti de chez toi. J'ai hoché la tête. Mon père m'a conduit au lycée en voiture après les grandes vacances. Il m'a déposé à l'entrée. Je lui ai fait un signe pour lui dire au revoir. Ouh, j'ai eu peur, ma caméra a fait des petits trucs, j'étais pas serein. Arrête la webcam. Arrête de me faire ça. Il m'a déposé à l'entrée, je lui ai fait un grand signe pour lui dire au revoir, et puis j'ai marché jusqu'à la gare et j'ai pris le train pour Londres. C'était il y a un peu plus de 5 mois. Depuis, je vis dans la rue. Et ça, comment ça se passe? J'ai haussé les épaules. Ça va. Il a souri. Ça sent moins mauvais? Pas vraiment non, mais au moins là, on peut s'en aller. Tu dors où? N'importe où, principalement autour de la station de métro de Liverpool Street. Dans des auberges de jeunesse? Non, j'ai essayé une fois, c'était pire que la pension. Il vaut mieux se tenir à la rue. Il y a des tas d'endroits possibles quand on sait où chercher. Des pas de porte, des maisons abandonnées, des souterrains, des tunnels fourrières. Ce n'est pas aussi dur que ça en a l'air. Et de quoi vis-tu? Je fais la manche avec ma guitare, je m'en dis un peu et on me donne des choses, et de temps en temps quelques petits vols aussi. Mais c'est très difficile. Pas plus qu'autre chose. Il a eu l'air d'hésiter et puis il a posé sa question. Est-ce que tu prends quelque chose pour t'aider à supporter tout ça? Vous voulez dire de la drogue? Il a hoché la tête. Non, non, je me drogue pas. J'ai vu ce que ça donne, je ne veux pas finir comme mon père. Mais il doit bien y avoir des tas de drogues qui circulent. Il y a des tas de choses qui circulent. Russell s'est tu. Il est resté assis en silence, à regarder ses chaussures. Ça m'a paru une chose raisonnable à faire, alors j'ai fait comme lui. C'était des chaussures sympas à regarder, genre Teddy Boy en daim noir avec des semelles de crêpe bien épaisses. Au bout d'un moment, il a relevé la tête et m'a regardé. Tu es un jeune homme remarquable, Linus. Pourquoi? Tu restes fidèle à ce que tu es. Vraiment? On doit te proposer des tas de choses sans arrêt, de la drogue, de l'alcool, n'importe quoi. Et tu dis non, c'est tout. Je trouve ça admirable, vraiment. Pas vraiment, non, je n'ai pas envie de mourir, c'est tout. Nous en savons donc un peu plus sur notre personnage, notamment sa relation avec son père. Le classique enfant qui est délaissé par les parents et qui en a marre d'être tout seul, tout le temps, et de n'avoir aucune reconnaissance de la part de ses parents. Maintenant il est tard, je suis fatigué, à bout de force. Ça fait des siècles que je n'ai pas parlé autant. Je crois que je n'avais jamais autant parlé de mon père. Je suis mort, mais je ne peux pas m'arrêter d'écrire. Je me sens très loin de tout, à la dérive, triste, plein d'appréhension, glacé. Je voudrais tant que les choses soient différentes, mais non, elles ne sont jamais différentes, c'est impossible. Je ne peux pas m'empêcher de penser à mon père. Je passe mon temps à me demander ce qu'il fait, là, maintenant. J'essaie de l'imaginer à la maison, dans le salon, en train de siroter son cognac au coin du feu, ou bien à la cuisine, assis à la table, sous les poutres en chêne foncé, entre les murs de briques à larges joints, où l'on accroche les rangées de casseroles de cuivre. Mais je ne le vois pas, je ne vois rien. Tout ça est trop loin, loin dans le temps aussi. Tout s'est passé il y a trop longtemps. Et j'ai de vagues souvenirs de la maison de mon enfance avec ma mère et mon père, mais je ne sais pas si ce sont de vrais souvenirs ou des histoires qu'on m'a racontées. Je les vois défiler en arrière-plan de ma mémoire, comme des DVD pirates qu'on aurait copiés trop souvent et dont l'image serait devenue floue et sautillante. Comme mon stream quand il déconne aussi, ça marche. Mon père, inventant des histoires et des comptines pour moi, me chantant des chansons, me montrant des images et des bandes dessinées, seulement ce n'est pas vraiment lui, cette image, ce n'est qu'un souvenir de lui. Et maman, je ne veux plus penser à rien. Je regrette de ne pas avoir demandé à Russell s'il avait entendu parler de mon père, s'il avait lu des articles sur lui récemment,
ou s'il avait entendu des interviews par exemple. De temps en temps, il accepte un entretien quand il veut essayer de faire la promotion de son dernier projet en date. Il ne parle jamais des Cribble. Il n'a pas pour habitude de parler de sa vie personnelle non plus, mais je pense que s'il était apparu à la télévision, il aurait pu m'avoir mentionné, genre un message ou quelque chose, un appel à témoin. J'imagine aussi que s'il avait vu passer quelque chose, Russell me l'aurait dit. C'est dur de s'en foutre. Dur au point de vous faire pleurer. Vendredi 10 février. La nuit dernière, j'ai rêvé de Lugless et de Pretty Bob. Ils étaient au pensionnat avec moi. C'était le soir au dortoir. Lug et Bob se trouvaient au centre de l'attention générale. Ils racontaient des histoires et tout le monde les écoutait, assis en rond. Ce qui est curieux, c'est que je ne connaissais pas les noms des élèves. Je reconnaissais les visages, mais j'étais incapable de mettre un nom dessus. Enfin, ils étaient tous assis là, avec les yeux rivés sur Lug et Bob, comme s'il s'agissait de stars de télé-réalité. Pretty Bob s'appuyait contre le mur en dégustant une banane et Lug, assis par terre en tailleur, racontait comment il avait perdu une oreille. Ouais bon alors, écoutez, disait-il. Vous savez, machin là, le mec au corbeau, les fleurs, le peintre, enfin quoi, Van Gogh, dit Pretty Bob. Van Gogh. Bien sûr, hein, le fameux Van Gogh avec son oreille, on le connaît tous. C'est ça, lui. Bon alors, ce qu'il a fait, il y avait cet autre peintre, le type qui peignait la jungle et les tigres là. Goff l'aimait pas. Gangrène, dit Bonne. Ouais, c'est ça. Goff s'est embrouillé avec Gangrène et Gangrène lui a ripé l'oreille d'un coup de fusil. Et ça s'est passé pareil avec moi. Sauf que moi, c'était des crayons de couleur que j'avais. Les crayons de Terminator, ouais, dit Bob. Lug a fait un grand sourire. Ouais, c'est ça. Terminator. L'humour toujours dans les livres. Ouf, c'était un beau bébé le gars. Alors bon moi, j'ai pris ses crayons et lui m'a bouffé l'oreille. Et c'est pour ça qu'il boit jamais, a dit Bob. Demande à Luke ce qu'il veut boire et lui, il vous dira non merci, j'entends peut-être d'une oreille mais je vois déjà double. Tout le monde s'est plié de rire. On se fond la poire ici. Moi, je me suis levé, j'ai dit c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et tout le monde m'a regardé. Un chien l'a mordu, j'ai dit. C'est comme ça que Luke a perdu une oreille. Un chien l'a mordu. Les regards se sont refroidis, comme si j'avais complètement gâché la soirée, et la scène a disparu, pour laisser place à une petite bâtisse blanche, perchée, en haut d'une colline, toute seule au milieu d'une vaste prairie. Je pense que c'était une ferme. Ça aurait pu être aussi une chapelle, mais je crois vraiment que c'était une ferme. Un de ces ranchs à l'ancienne qu'on voit dans les westerns. Un bâtiment en bois, tout simple, avec une petite tour clocher à un bout et un corral sur le devant. C'était l'été. Le ciel était bleu et dégagé, l'herbe de la prairie bruissait sous la brise. Le corral, si c'en était un, formait un cercle parfait, délimité par une clôture blanche. Et c'est là que j'étais assis. Au milieu du corral. Je ne sais pas ce que je faisais là, mais je suis à peu près sûr que je n'habitais pas sur place. Je ne crois pas que la maison était habitée. Et je ne sais pas non plus d'où je venais, ni comment j'étais arrivé là. Le rêve n'avait pas inclus le voyage. Mais j'ai un vague souvenir d'avoir traversé la prairie et escaladé la colline. Je me rappelle la douceur des longues herbes qui me caressaient les jambes. Bref, j'étais là, assis en tailleur, sur la terre sèche, au milieu du corail, entouré d'une foule d'animaux à fourrure. C'étaient des jouets, des animaux en peluche, des peluches douillettes avec des yeux de verre et des bouches brodées. Leur fourrure était incroyablement colorée, du jaune vif, du bleu électrique, du rouge fluo, de l'orange, du rose bonbon, du lilas. Et toutes les peluches étaient vivantes. C'étaient des animaux en peluche, mais vivants. Dans mon rêve, ils ne faisaient pas grand-chose. Ils étaient assis en cercle autour de moi, et ils s'agitaient doucement, en se murmurant des choses à l'oreille et en me jetant des coups d'œil furtifs. Ils étaient vivants. Ça ne faisait aucun doute. Ils étaient peut-être 2 douzaines ou plus, une trentaine. Des singes, des ours, des vaches, des chiens, des tigres, des lions, des cochons, des pingouins, des crocodiles, des poulets, toutes sortes de bêtes. Tous avaient à peu près la même taille, celle d'un petit chien ou d'un chat. Et leurs poils brillaient et brillants et doux, donnaient envie de les toucher et de les caresser. Mais je ne les ai pas touchés ni caressés. Je ne les ai pas caressés. Je n'en avais pas besoin. Tout ce que j'avais à faire, c'était rester assis et les regarder me sourire. C'est tout. C'était merveilleux. Je crois qu'ils m'aimaient. C'est aussi simple que ça. J'étais assis là, ils me souriaient, et au bout d'un moment, la cloche a sonné.
et c'était l'heure de partir. Et c'était tout. La cloche a sonné quand c'était l'heure de redescendre la colline. La cloche a sonné, je me suis levé et je me suis éloigné et j'ai descendu la colline. Et les yeux des animaux ont perdu leur expression chaleureuse, comme si j'avais tout gâché, et le rêve s'est terminé en un fond du noir. Ça ne veut rien dire, les rêves ne veulent jamais rien dire. Tout ce que ça veut dire, c'est que tout est pareil. Le lycée, la rue, les cinglés, les mendiants, les animaux et tout, nous sommes pareils. Nous sommes tous interchangeables. Cet après-midi, j'ai accompagné Russell et je lui ai montré les lieux. Il n'a pas grand-chose à lui montrer, mais ça a pris un moment quand même. Il se fatigue facilement. Ses yeux, son œil devient vague et il est obligé de s'asseoir pour se reposer. La visite a été longue, mais ce n'avait pas d'importance. Nous n'avions pas grand-chose d'autre à faire. Je lui ai tout montré, l'ascenseur, les chambres, les murs, le sol, le plafond, les grilles. Et il a tout inspecté avec une intensité tranquille, en me posant des questions, en touchant aux choses, en écoutant, attentif aux odeurs, prenant des notes, examinant chaque chose, et tout ça en chantonnant pour lui seul et en hochant la tête. Ensuite, il est allé dans sa chambre pour réfléchir. 1 heure plus tard, il en est sorti, et il nous a tous réunis autour de la table. Nous sommes dans un bunker reconditionné, a-t-il annoncé. Les murs sont en béton de 75 cm d'épaisseur, renforcés par une armature métallique. Le toit a au moins 1 mètre d'épaisseur, et les fondations sont construites sur un socle de 3 mètres environ. La cage d'ascenseur est en acier épais, probablement protégée par des murs pare-souffle très résistants. Les lumières, le chauffage, la plomberie et la ventilation sont alimentés par un générateur à moteur diesel. Il a fait une pause pour regarder le plafond. À l'origine, ces grilles faisaient partie d'un système de filtration conçu pour extraire les éléments radioactifs des agents chimiques ou biologiques. Le système était modifié pour permettre de diffuser des gaz vers l'intérieur du bunker et les grilles ont été équipées de caméras de surveillance et de micros. « Qu'est-ce que c'est, un bunker ?» a demandé Jenny. Russell lui a souri. « C'est un bâtiment souterrain, comme un abri anti-atomique. La plupart ont été construits au début des années 1950, quand la menace d'une guerre nucléaire est devenue une réalité. Au départ, ils ont été conçus pour abriter les postes de commandement dédiés au déploiement et à la mise en fonction de nos forces antiaériennes. Naturellement, a ajouté Russell en faisant le tour de la table du regard, le bunker d'origine devait être beaucoup plus vaste. Il devait y avoir de nombreuses autres pièces, un poste de commandement, du matériel de communication, le tout sans doute sur plusieurs niveaux. Ce qui nous entoure n'est qu'une petite partie du bunker original, probablement les locaux d'habitation. Le reste a dû être scellé ou comblé. C'est ce que j'entends par reconditionné, vous voyez. Bird a laissé échapper un bâillement sonore. Russell l'a regardé. Il semble que vous trouviez tout cela sans intérêt. Eh bien, ce n'est pas beaucoup, pas vrai? Russell n'a rien dit. Et a dit Bird, ne le prenez pas mal, hein. Je suis sûr que vous connaissez votre sujet. Et si je n'étais pas coincé ici, je trouverais sûrement ça fascinant. Mais permettez-moi de vous demander une chose. Toutes ces belles paroles, ces conneries historiques, comment ça va nous sortir d'ici? Russell n'a pas répondu. Bird a souri, content de lui, comme le cancre débile qui pense avoir été plus malin que le professeur. Il a fait le tour de la table, du regard, ses petits yeux roulaient sous ses paupières bouffies de graisse, comme pour chercher l'approbation des autres. Personne n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. Bird en a déduit que nous étions tous d'accord. Il triomphait. Vous voyez ce que je veux dire. J'avais envie de le bourrer de coups de poing. Ah, tu m'étonnes, il est si con en même temps. Vous osez à quoi de savoir? Bah, ça sert que... À défaut de pouvoir sortir tout de suite. Savoir que dans un bunker avec des trucs anti-atomiques autour, ça peut peut-être, à défaut de trouver ta localisation, pouvoir donner des éléments de localisation si tu donnes un message à l'extérieur, ou au moins affiner tes plans en fonction de ça. Parce que du coup, s'ils faisaient des plans, on voulait faire des trous dans les murs, dans un abri anti-atomique, c'est un peu chiant de faire des trous dans un abri anti-atomique, ça a un peu été fait pour, donc voilà, disons qu'on n'est pas sur on n'est pas sur un truc de niveau incroyable, quoi. Niveau utilité, je veux dire. Après ça, la réunion a tourné court, et nous nous sommes éloignés les uns des autres, chacun dans son coin à ne rien faire. Un peu plus tard pourtant, j'ai retrouvé Russell et Fred,
et nous avons eu une conversation à propos de quelque chose. Je ne peux pas dire de quoi il s'agit, c'est un secret. Serait-ce parce que vous voulez garder le suspense, monsieur l'auteur? Parce que bon, il y a personne qui lit son machin, donc c'est un secret. Mec, tu parles de ton journal intime, du coup. C'est le soir maintenant, il est 7h ou 8h, quelque chose comme ça. Dehors, il doit faire nuit, il doit faire froid et sombre. Il pleut sûrement, et j'imagine qu'il y a du vent aussi, un de ces vents en rafale qui te rabat la pluie dans la nuque, comme un paquet de fines aiguilles. Je ne détesterais pas sentir ça maintenant. Un peu de pluie, un vent vif, le ciel nocturne, les étoiles. Et merde, c'est le pire moment de la journée, de 5h du soir à minuit. C'est là que le temps se traîne vraiment, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas plus ennuyeux que n'importe quelle heure de la journée, mais pour une raison ou une autre, pour moi, là, c'est trop. Le silence, la blancheur. Pardon, le silence, la blancheur, le vide. Je me rends compte que... Est-ce que je peux tout à l'heure bouger le son, vous sentez pas la différence sur YouTube. Ok. Vous faites comme si je suis pas en train de faire des réglages. Hop, hop, hop. Voilà, parfait. Mes excuses. Nous pouvons reprendre notre... J'allais dire douce. Non, notre lecture en tout cas. Ici au sous-sol, les soirées durent des éternités. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je réfléchis beaucoup. Je réfléchis à toutes sortes de choses. Certaines des choses auxquelles je pense, tu n'y croirais pas. Et je ne vais pas te les dire. Imagine si je te racontais toutes mes pensées. Tu vois un peu? Laisse-toi aller à des pensées plus sombres. Et imagine quand tu en parles à un inconnu. Tu te sens comment? Sérieux, penser ce n'est pas criminel. Mais j'ai une autre raison de ne pas tout dire. Une raison plus pratique. Tu vois, tu es l'inconnu, tu es toi et parfois tu es moi, mais tu es aussi lui, le type à l'étage au-dessus, ou du moins, tu pourrais l'être. Je ne dis pas que tu l'es, mais c'est une possibilité que je dois garder en tête. Tu sais, je fais tout mon possible pour garder ce que j'écris bien caché. Je ne laisse pas traîner mon carnet, je le referme quand je n'écris pas, j'écris toujours le dos tourné aux caméras, mais ici, il n'y a aucune garantie. N'importe quoi peut arriver. Je n'ai aucun moyen de savoir si le type à l'étage au-dessus n'est pas en train de lire dans mes pensées. Je n'ai aucun moyen de savoir s'il le fait. Je suppose que je pourrais lui demander. « Hé monsieur, vous me lisez là? Faites-moi un signe si vous lisez. Cognez au plafond ou quelque chose. Et au fait, pendant que je vous tiens, permettez-moi de vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire ceci. Je sais que je peux mourir ici. J'en suis parfaitement conscient. Je sais que vous pourriez me tuer. En fait, je pense que c'est sans doute ce que vous allez faire. Mais vous ne pouvez pas tuer mes pensées. M'enlèverez pas ma liberté de penser. Les pensées n'ont pas besoin d'un corps, elles n'ont pas besoin d'air. Elles n'ont pas besoin de manger ni de boire. Elles n'ont pas besoin de sang. Alors, même si vous me tuez, je continuerai à penser à vous. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je vais penser à vous jusqu'à la fin des temps. Et c'est ça, une promesse gravée dans le marbre. Pensez à ça, monsieur. Pensez-y bien. Samedi 11 février. Maintenant, il s'est mis à jouer des jeux. Quand l'ascenseur est descendu ce matin, il y avait le grand sac de provisions habituelles, plus des produits ménagers que Jenny avait demandé, des flacons de désinfectant et de l'eau de javel. Il y avait aussi une grande boîte en carton, un de ces cartons d'emballage que les supermarchés jettent ou laissent près de la porte pour que les clients y mettent leurs achats. Grand modèle, scotché de partout. C'était le tour d'Anya de sortir le sac de l'ascenseur, mais nous étions tous là quand il arrivait. C'est le grand moment de la journée, donc nous avons déballé les provisions et posé le carton sur la table de la cuisine avant de l'ouvrir. Il contenait 6 bouteilles de vodka, 10 paquets de cigarettes, 3 briquets jetables, plusieurs magazines pornographiques de tendances diverses, une seringue, une petite cuillère, un petit sac en plastique rempli de poudre brune, des coupures de journaux. Nous sommes tous restés là, un moment, à regarder les cartons ouverts comme des poissons étudient le verre accroché à un hameçon. J'ai senti mon cœur se serrer. Autour de moi, je retrouvais le genre de visage et d'yeux que j'ai vus des milliers de fois. Des yeux voraces, des visages voraces, des têtes vides et criant « Pour moi, pour moi, pour moi !» Je savais ce que ça voulait dire. Je voyais d'ici le type à l'étage au-dessus qui nous observait avec son sourire de malade sur les lèvres, en pensant, à part lui, « Tiens,
On va voir comment vous en sortez de celle-là. C'était rusé, je dois le reconnaître. Rusé et cruel. Fred a craqué le premier. Je savais que ce serait lui. Il a fait un pas en avant et a tendu le bras vers le sac en plastique. Il a aussi pris une bouteille de vodka et les autres l'ont imité. Ils ont tous mordu à l'hameçon. Clac, clac, clac. Pour moi, pour moi, pour moi. Anya a déchiré un paquet de cigarettes et a mis la main sur un briquet. Bird s'est emparé d'une bouteille dont il a fait sauter le bouchon. Attendez, j'ai dit. Mais ils n'écoutaient pas. Ils arrachaient les emballages de leurs jouets avec des yeux brûlants d'une lueur maniaque. Je me suis tourné vers Russell. Faites quelque chose. Mais quoi? Empêchez-les de continuer. Il hochait tristement la tête. Je me suis tourné vers la table. Bird avalait une longue goulée de vodka et Fred avait un doigt plongé dans le sac de poudre. Je lui ai pris le bras. Ne fais pas l'imbécile, tu viens juste de t'en sortir. Il a repoussé ma main. Allez Fred, s'il te plaît. Il m'a regardé et c'est tout. J'ai besoin de toi, j'ai dit. Et moi, j'ai besoin de ça. Pourquoi? Mais pourquoi quoi? Et pourquoi pas, hein? Mais il m'a repoussé, a pris un magazine et des cigarettes, et il est sorti presque en courant de la cuisine. J'ai regardé autour de moi en soupirant. La table était jonchée de débris de cellophane et de papier déchiré. Bird était parti. Assise, Anya tirait goulûment sur sa cigarette. En expirant la fumée, elle me regardait avec un petit sourire satisfait. Quoi? Elle a dit d'un ton venimeux. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? Rien. J'ai brûlé les magazines qui restaient. J'ai failli brûler aussi les cigarettes et jeter la vodka dans l'évier, mais je pensais que non, ce n'était pas à moi de m'en charger. Je ne peux pas faire des choix à la place des autres. Nous avons tous besoin et envie de choses différentes. En plus, si je jetais la vodka et si je détruisais les clopes, je me ferais sûrement casser la figure. Très possible, très bonne remarque. Les coupures de journaux parlaient surtout de la disparition de Jenny. Il y en avait une ou deux à propos d'Anya et une sur Bird, mais toutes les autres étaient consacrées à Jenny. Il y avait des photos d'elle, de ses parents, de la rue où elle avait disparu. Il y avait des articles, des théories, des suppositions, les descriptions de divers suspects que la police avait arrêtés, des témoignages scandalisés de politiciens et de journalistes. Je n'ai pas laissé Jenny les voir. Cela n'aurait fait que la troubler. J'ai tout brûlé. Et je suis allé dans ma chambre pour parler au mur, pour hurler en silence. Tout ça, c'est des jeux. Il joue à ces jeux, et nous jouons aux nôtres. Son jeu à lui consiste à nous donner ce que nous croyons vouloir, selon nos vices, ou ce qui, d'après lui, peut nous faire du mal, selon nos faiblesses, pour voir ce qui se passe. Je suppose que c'est un peu comme ces jeux sur ordinateur qui imitent la vie en société, le genre de jeux qui permettent de se prendre pour Dieu. Oui, je le vois bien adorer ça. C'est forcément ce type de personnalité-là. Un enfant unique sans doute, le genre d'enfant qui passe sa vie tout seul, à mettre le feu aux fourmis et à arracher les pattes des araignées. Oui, je le vois très bien. Quelques généralités qui ont été tirées sur les enfants uniques. J'espère que les enfants uniques du chat et de YouTube, vous ne brûlez pas des fourmis tout seul. C'est un peu creepy et cruel. 10h du soir. Les jeux. J'ai passé une grande partie de la soirée à jouer à des jeux de vocabulaire avec Jenny et Russell. Le pendu, les mots mêlés, ces trucs-là. Je n'étais pas vraiment d'humeur, mais je ne voulais pas laisser Jenny toute seule. Il y a une sale ambiance dans l'air ce soir. Fred est enfermé chez lui, complètement défoncé. Anya sanglote, ivre morte, et Bird fait les 100 pas dans sa chambre, en hurlant comme un maniaque depuis le début de la soirée. En réalité, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter, mais ça doit être plutôt effrayant pour une petite fille. C'est pourquoi nous jouons à des jeux. Ça aide à faire passer le temps et ça distrait du reste. Moi aussi, ça me distrait. Russell est vraiment bien avec Jenny. Il a cette étincelle dans l'œil qu'ont certains hommes âgés, comme si c'était à la fois des très sages et plaisamment idiots. Je sais qu'il joue la comédie pour elle, et je crois que Jenny s'en rend compte, mais c'est quand même génial. Par exemple, quand Jenny lui a demandé ce qu'il faisait comme métier, je suis philosophe, spécialiste d'histoire naturelle. C'est quoi? Un genre de physicien. Je pose des questions sur le monde qui nous entoure et ensuite j'essaie d'y répondre. Quel genre de questions? Des questions de toutes sortes, mais surtout celles qu'on oublie de se poser en grandissant, comme pourquoi le ciel est bleu, pourquoi l'espace est noir, pourquoi les étoiles brillent, pourquoi nous avons deux yeux. Jenny a souri. Alors, pourquoi nous avons deux yeux? Russell a arraché un bouton qui pendait à sa chemise et l'a posé sur le lit à 50 cm de Jenny. Ferme un œil et touche le bouton. Jenny l'a regardé. Allez, vas-y. Elle a fermé un œil et tendu le bras pour toucher le bouton. Son doigt s'est mis à hésiter. Elle a froncé les sourcils et a touché le lit en manquant le bouton de 2 cm.
Elle a ouvert l'œil. Mais Russell a souri. C'est pourquoi nous avons 2 yeux. Pour que nous n'ayons pas besoin de... Mais Surtout Jenny un peu bête, hein, parce que normalement en faisant ça, si t'es pas débile, t'arrives à toucher ce que tu veux toucher. Hein. Ta vision périphérique quand même, de tes yeux est assez bien foutue dans ton corps. La nuit avance. Maintenant je suis seul avec Jenny. Il y a une demi-heure, à peu près, le visage de Russell est devenu un peu pâle. Il a piqué du nez et a fermé les yeux. Je lui ai donné un petit coup de coude pour lui dire d'aller se coucher. Et ça va aller pour vous deux ? Pas de souci. Tu es sûr ? Oui, certain. Allez-y. Il est parti. Alors je suis là, assis le dos contre la porte, et je parle encore tout seul. Jenny est au lit, avec le drap sur la tête. Elle essaie de dormir. Dans sa chambre, Burn piétine toujours en faisant autant de boucans qu'un régiment, et il gueule de sa grosse voix d'ivrogne. Il y a des nuits comme ça. Je connais ça. Rester dans ma chambre à écouter mon père péter les plombs pour une raison ou pour une autre. Les nuits à la pension avec des garçons prêts à tout un tas de conneries. Les nuits dans la rue où des cinglés se battent pour un bout de carton. Ouais, j'ai vu pire. Dimanche 12 février. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est dimanche. Ça tombe bien, c'est dimanche, Sherlock, bravo à toi. Je ne sais pas pourquoi. Ici, tous les jours sont pareils. Même air, même lumière, même routine, rien ne change. Mais, pour je ne sais quelle raison, aujourd'hui, l'impression est différente. On sent le vide du dimanche, l'amertume des lendemains de samedi soir, l'odeur de vomi séché. Alors peut-être que l'autre a vomi ici, c'est pour ça. Hier soir, après l'extinction des feux, Bird a continué à délirer pendant une bonne heure. Puis, il est allé se cogner au meuble dans la cuisine, et il a fini dans la salle de bain, où il s'est mis à faire des bruits dégueulasses. Après ça, tout a été silencieux. Je n'ai pas pu m'endormir, je suis resté là, les yeux grands ouverts dans le noir, à écouter la respiration de Jenny qui dormait. Elle faisait de drôles de petits bruits, les bruits incertains de quelqu'un qui rêve, des Je deviens bruiteur dans ces lives. À un moment, vers les premières heures du jour, j'ai entendu une porte s'ouvrir et des pas mal assurés qui traînaient dans le couloir. Quelqu'un a frappé à une porte. Il y a eu des chuchotements, d'ivrognes. Je n'entendais pas ce qui se disait, mais ça n'avait pas l'air très aimable. Au bout d'une minute, j'ai entendu la voix furieuse d'Anya. Fous le camp. Quelqu'un bredouillait. Non, non, laisse-moi tranquille. On a brûlé de plus belle, puis il y a un juron aviné, et les pas ont titubé en sens inverse dans le couloir. La porte s'est ouverte et refermée, et le silence est revenu. Pendant toute la journée, il ne s'est rien passé. Rien du tout. Alors Bird, on serait pas un alcoolique et un pervers en même temps ? Tranche de vie. Les fourmis dans les jardins, pas de chez moi. Cependant, quand j'habite dans le sud, une invasion de fourmis dorées m'a donné l'intégralité des cafards de l'appartement. Puis sont repartis depuis je vois les fourmis autrement. Depuis je bénis les fourmis dans mon jardin. En vrai, c'est mon petit moment de prévention défense des animaux, et notamment des insectes, qu'on a beaucoup trop tendance à écraser et à tuer sans aucune raison. Mais alors évidemment, si vous avez une araignée dans votre lit, c'est chiant. Mais évitez de buter les insectes quand il y en a. Genre, prenez une feuille de papier. Après, si vous avez des phobies, je dirais rien, mais prenez une feuille de papier et jetez-les dehors. Parce que c'est vachement utile, les insectes, s'ils sont là, c'est pour une raison. Et notamment les fourmis, ça a plein d'utilités. Genre en été, avec leur toile d'araignée, ça tue tellement de pucerons pour nous faciliter la vie. Du coup, ne tuez pas les araignées. Mais je comprends du coup, oui, que les fourmis puissent nettoyer les cafards. Je savais pas que les fourmis pouvaient buter des cafards. Apparemment, elles sont assez vénères, tes fourmis. Ce sont des fourmis de combat, mais tant mieux en vrai si ça peut te débarrasser de cafards. C'est chiant ça, les cafards. Mardi 14 février. C'est la Saint-Valentin. Je n'ai rien écrit pendant un petit moment, sans raison en fait. Il y avait des choses auxquelles j'avais besoin de réfléchir. Je voulais me vider la tête, mettre de l'ordre. Je voulais simplement être seul. Tu n'as pas raté grand-chose. Il n'y a plus ni drogue, ni alcool. Les cigarettes ont toutes été fumées. La fête est finie maintenant. Il faut payer l'addition. Fred a recommencé à beugler et à se lamenter toute la journée. Anya et Bird ont les gueules de bois et sont d'une humeur de chien. Tout est sale et en désordre. Personne n'a fait le ménage.
La salle de bain pue. Les tours de corvée ont été oubliés. Maintenant, ça n'intéresse plus personne. Nous ne parlons plus de nous échapper d'ici. Nous ne parlons plus de rien. C'est un peu triste du coup, hein, un changement assez brutal. Je me suis mis à surveiller l'horloge. Je reste assis à la table de la cuisine, les mains sur les genoux, et je garde les yeux rivés sur le cadran. Je surveille la petite aiguille, et je compte les secondes en battant la mesure avec un doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tape du doigt en regardant l'horloge. Puis, sans la regarder, mais en tapant toujours et en comptant dans ma tête, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce que mon rythme soit juste. Ce qu'il faut faire, c'est compter très lentement et ajouter 200 après chaque seconde. 1, 200, 2, 200, 3, 200. Si on s'entraîne assez longtemps, on peut mesurer le temps de façon tout à fait précise. Ces derniers jours, je compte les secondes, en suivant le passage des minutes et des heures dans ma tête. Je compare mon heure à l'heure de l'horloge. Et c'est comme ça que je sais, il s'amuse à changer l'heure. J'allais dire, il se fait un peu chier quand même, mais finalement il a réussi à trouver une conclusion qui est pas dégueu. C'est très subtil. Il ralentit le temps ou le fait passer plus vite, de façon graduelle. Par exemple, lundi, j'ai commencé à chronométrer à 2 heures. Quand je suis arrivé à 4 heures, mon heure personnelle, l'horloge, marquait 3h45. Bon d'accord, ce n'est pas grand chose, j'aurais pu me tromper. Mais 3 heures plus tard, 3 de mes heures plus tard, alors qu'il aurait dû être 6h42, l'horloge indiquait 5h55. Et il était impossible que je me sois trompé d'autant. L'horloge murale ralentissait, et plus la soirée avançait, plus ça devenait flagrant. Il se fait quand même sacrément chier pour faire ça, pendant 3 heures d'affilée, genre... déjà sans perdre le compte. Et surtout, qu'est-ce qui se fait chier, putain. Minuit est arrivé avec 2 heures de retard. J'ai continué à compter toute la nuit. C'était vraiment très dur, j'avais très envie de dormir, j'étais désorienté, je perdais le compte tout le temps. Mais au final, je suis sûr que je n'étais pas si éloigné que ça de la vérité. Et je suis sûr que le matin est arrivé 2 heures trop tôt. C'est vrai, je sais que c'est vrai. Pendant un moment, j'étais content de moi, comme si j'avais été plus malin que lui. Je me suis posé, j'ai fait marcher mes méninges, et j'ai trouvé ce qu'il était en train de comploter. J'étais plus malin que lui. Ah, bravo à moi. Linus la grosse tête, le plus grand penseur du monde. Et puis j'ai pensé, bon, tu as trouvé ce qu'il fabrique, et alors, ça ne me change rien, pas vrai, ça te mène nulle part. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah rien du tout, du coup, c'est ça le problème. S'ils sont captifs depuis longtemps, cela peut se concevoir. Oui, c'est sûr que ça peut se concevoir. Nous, on fait un peu du Noël avec notre prisme à nous. Mais même en fait, si je suis captif, est-ce que si t'es captif, t'aurais vraiment la foi de compter les secondes pendant 3 heures? Je ne sais pas. C'est une vraie question qu'il faut se poser. Après, la fatigue psychologique et physique le fait peut-être perdre la tête. Bah, c'est sûr que même le fait d'être enfermé, quoi. Genre, effectivement, la fatigue psychologique, là, elle est très présente. La fatigue psychologique, je pense qu'il est pas bien. Il est pas serein depuis un petit bout de temps, là. Dans sa tête, faut y aller doucement. À tout moment, ça peut basculer. J'y ai pensé un moment, mais je ne suis pas allé très loin. Alors, je suis allé voir Russell, et je lui ai tout raconté. Tu es sûr? Certain. Par moment, il fait avancer l'horloge, et par moment, il la fait retarder. Il n'y a pas de modèle fixe, il le fait à des heures différentes et à des rythmes différents, mais il le fait, il n'y a aucun doute. Je vois. Son visage s'amaigrit un peu chaque jour. On dirait que son crâne a rétréci et que la peau est aspirée de l'intérieur. Comme un ballon qui se dégonfle, comme un vieux qui meurt aussi. Excusez-moi, c'était très violent. Excusez-moi. La seule chose qui ne change pas chez lui, ce sont ses dents. Il m'a regardé. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Je ne sais pas, c'est pour ça que je vous demande. Il a souri. Je croyais t'avoir entendu dire que tu avais lu mon livre. Oui, je l'ai lu. Tu te souviens du chapitre sur le temps? Oui, à peu près. C'était un peu plus difficile à comprendre. Pensivement, il a hoché la tête. Au début du chapitre, je mentionne un homme, Saint Augustin. Ça te rappelle quelque chose? Non, j'avoue. Augustin d'Hippone, c'était un philosophe et un théologien d'Afrique du Nord.
l'un des penseurs les plus influents du monde sur la question de la nature du temps. Il y a bien des siècles, on lui a posé la question « Qu'est-ce que le temps ?» Il a répondu « Si personne ne le demande, je le sais. Et si quelqu'un en demande que je lui explique, alors je ne sais pas. » Silence. J'ai regardé Russell. Je m'attendais à ce qu'il poursuive, mais il est resté là, à regarder ses pieds. Je ne savais pas s'il était perdu dans ses pensées, ou en train de s'endormir, ou s'il attendait que je dise quelque chose. J'espérais qu'il n'attende pas que je dise quelque chose parce que je n'avais rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut bien ajouter à cela ? Un vieux sage nord-africain trouve une pirouette pour éviter de répondre à une question difficile. Et alors ? J'ai attendu un moment, et puis j'ai dit « oui, je vois. » Le fameux « oui, bien sûr, je me souviens, monsieur, tout à fait, je vois ce que vous voulez dire, oui. » Je chercherai à tout prix un moyen de comprendre, de sortir, et rien de pire que le désœuvrement. En vrai, dans des situations comme ça, je pense qu'on n'est pas... On fait les malins, mais je pense qu'on n'imagine même pas comment... Si on serait enfermé dans une pièce, genre avec rien à faire, et une pièce où tu rencontres personne et que tu peux pas beaucoup bouger, je pense en vrai, très rapidement, tu commences à péter un câble. Genre vraiment. Je suis sûr qu'il y a des études qui ont été faites sur ça. Et je pense que très rapidement ton cerveau il pète un câble parce qu'on n'est pas du tout fait pour ça. On est fait pour être sociable, pour rencontrer des gens, pour bouger, pas pour rester enfermé. C'est pour ça d'ailleurs que autant de gens ont pété un câble pendant le confinement. Bref, j'arrête mes analyses socio-psychologiques. Russell a relevé la tête. Ça ne t'aide pas beaucoup, hein ? Non, pas vraiment. Écoute, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que le temps n'est pas préexistant. Le temps est une quantité manufacturée. Il a fait une pause. Il respirait fort, comme si le fait de parler l'épuisait. L'horloge sur le mur n'est rien. Elle n'est reliée à rien. C'est simplement un mécanique. Sa voix s'est éteinte, et puis il a porté une main à sa tête. « Ça va ?» Je lui ai demandé. « Qu'est-ce qui se passe ?» « Rien. Ce n'est pas rien. Vraiment, ça va. Non, pas de vraiment ça va. Vous êtes malade. Depuis que vous êtes arrivé, ça va de plus en plus mal. Pourquoi vous ne me dites pas ce qui se passe ? Je pourrais peut-être vous aider. » Je ne crois pas. Qu'est-ce que vous en savez ? J'ai peut-être des pouvoirs secrets de guérisseur ? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Puisque t'es un petit rigolo peut-être. J'avais l'intention de faire une blague, j'imagine, mais ce n'était absolument pas drôle. C'était bien la chose la plus débile que je pouvais dire. Il s'est forcé à afficher un sourire, genre... Super, génial. Tu sais garder un secret ? Et j'ai hoché la tête en silence. Je ne veux pas que les autres soient au courant. Tu promets ? Oui, je promets. Il a inspiré à faux et poussé un long soupir. Ce n'est pas ce que tu penses, je n'ai pas le sida. Ça n'aurait pas d'importance si je l'avais, évidemment. Enfin, si, mais bon, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Je ne comprenais pas, mais j'ai hoché la tête quand même. C'est une tumeur au cerveau, a-t-il dit simplement. Une tumeur primitive, un astrocytome de grade 4, et j'ai des maux de tête pénibles. Oh, c'est tout ce que j'avais trouvé à dire. Russell me regardait. Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai demandé. Eh bien, la position de la tumeur, elle est là, très profondément enfouie dans mon cerveau, a-t-il dit en posant une main sur son crâne. Une intervention chirurgicale comporte des dangers. Le risque de complications est trop élevé. Quel genre de complications ? Des complications majeures, paralysie partielle ou générale, perte de la parole, décès peut-être aussi, nous ne saurons pas ce que c'est la fin de la citation. Je dis pas que je serais capable d'y arriver, je serais concentré, obsédé par l'idée de sortir. Non, t'inquiète, j'avais bien compris ce que tu disais. T'inquiète pas. Mais moi aussi, je pense que je serais obsédé par l'idée de sortir. Mais je pense que j'atteindrai les phases entre j'ai vraiment envie de sortir, il faut que je trouve une solution, et les phases où je deviens fou. Je sais que si je ne sors pas et que j'arrive pas à trouver de solution, et que du coup j'arrive pas à me rattacher à l'idée que je vais me sortir de tout ce merdier, et bien la folie prenne de plus en plus de place jusqu'à ce que je devienne définitivement gagné par la folie. C'est, je pense, ce qui m'arriverait. Faut être, je pense, réaliste envers ses capacités. Enfin, en tout cas, je suis réaliste envers les miennes. Je ne suis pas sûr de ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Je me suis senti bizarre. Pendant que Russell me parlait, qu'il me décrivait sa tumeur, mon esprit s'est mis à dériver. J'étais étrangement loin, mal à l'aise, mal dans ma peau, trop près, trop éloigné, trop jeune. Je suis encore dans le même état. Je l'écoute, mais je suis déconnecté en l'écoutant. Tu sais, quand tu écoutes quelqu'un et que ton esprit s'évade, j'entends ce qu'il dit, mais dans ma tête, les mots entraînent des images qui ne correspondent pas. Par exemple, quand il dit « paralysie générale », pendant une seconde j'ai entendu « générale des paras ».
Dommage majeur, général des paras. Et alors, une image s'est imposée à moi. La couverture d'un vieux magazine de bande dessinée. Ça s'appelait Sergent Fury. C'était la BD préférée de mon père. Il possède des tonnes de bandes dessinées anciennes. Il les adore, il les collectionne. Des bandes dessinées avec des héros de guerre, des super-héros. Toute la collection des éditions Marvel. Quand j'étais petit, je passais ma vie à les lire. Je les connais par cœur. Je connais toutes les couvertures, je les vois encore devant moi. Seulement maintenant, au lieu de voir le sergent Fury serrant héroïquement les dents en lançant une grenade dégoupillée, je vois ce vieux noir décrépit écroulé contre un char qui vient d'être touché par une bombe. Il roule des yeux blancs, son crâne est en train de rétrécir, et un médecin au casque posé de travers est accroupi près de lui. L'emplacement de la tumeur, dit le médecin, là, dans les replis profonds du cerveau. Une opération serait trop dangereuse. Le risque de complications est trop élevé. Linus? Papa? Non, c'est moi, Russell. Linus, ça va? J'ai relevé la tête. J'avais la tête claire à nouveau. Vous avez un cancer. Une tumeur au cerveau, oui. Et ça ne peut pas se soigner? Il a haussé les épaules. Avec les meilleurs soins possibles, je pouvais avoir encore 1 an, ou moins peut-être. Mais ici, sans médicaments, qui sait? 1 mois, 2 semaines. Le silence s'est installé dans la chambre. Nos regards se sont croisés un instant et, à cet instant, j'ai su qu'il serait bientôt mort. Il y a quelque chose que je peux faire, j'ai demandé. Il a fait non de la tête. J'ai besoin d'antalgiques, de stéroïdes. J'en ai demandé, je l'ai inscrit sur la liste du marché. Il ne vous donnera rien? Non. Est-ce que ça empire? Il y a des jours meilleurs que d'autres. Des jours... Sa voix s'est éteinte, et j'ai pensé un instant qu'il allait se rendormir. Il s'est redressé, a pris une longue inspiration, et m'a souri. Allons, allons, ne prenons pas cet air sinistre, ce n'est pas si terrible. Il n'y a qu'à le voir comme un changement de perspective. C'est ce que je fais. Tu vois, si tu prends une ligne, une trajectoire du monde, ou une ligne de vie si tu veux, il a continué à parler des autres dimensions et de la relativité, et de ce genre de trucs pendant un bon moment. Mais j'étais incapable de me concentrer. J'étais trop déprimé. Il a raison pourtant, au sujet du temps. L'horloge sur le mur, ce n'est rien. C'est seulement une mécanique qui fait tourner en rond 3 petits bouts de métal. Le type à l'étage au-dessus ne détraque pas le temps, il ne fait que détraquer une mécanique. La seule chose que cette horloge peut affecter, c'est la précision des dates de ce journal. C'est pour ça que j'étais troublé quand Bird est arrivé. J'ai cru qu'il avait fait son apparition un lundi, mais il disait que le type l'avait accosté la veille au soir, alors qu'il rentrait chez lui après sa journée de travail. Et si je croyais que c'était un dimanche, ça n'avait pas de sens, mais ce n'était sans doute pas un lundi du tout. Ça devait être plutôt un mardi ou même un mercredi. Dieu sait ce qui est arrivé depuis. Combien de jours j'ai perdu ou gagné? Pour ce que j'en sais, aujourd'hui, je pourrais très bien être un mercredi ou un lundi ou un jeudi. Mais comme je le disais, qu'est-ce que ça peut faire? Lundi, mardi, mercredi, ce ne sont que des mots, sans aucun réel sens. Ici, dans le bunker, c'est ici, dans le bunker. Un jour est un jour, l'heure, c'est maintenant. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est une belle philosophie pour éviter la déprime. Les choses commencent à reprendre leur cours normal. Bird et Anya se sont remis de leur gueule de bois et se sont réhabitués à ne plus fumer. Ils sont encore agités en permanence, à cran, mais maintenant, leur agitation est plus ou moins maîtrisée. Il n'y a plus autant de hauts et de bas. Fred est remis. Il n'a pas l'air trop mal. Il a les yeux un peu creusés. Il est un peu fébrile, mais c'est tout, ou presque. On dirait qu'il a supporté les symptômes de ce rage bien plus vite que la première fois. Je ne sais pas très bien comment fonctionne l'héroïne, ou ce que ça fait à l'organisme. Mais j'imagine que c'était plus rapide parce qu'il en avait pris moins cette fois. Nos tours de corvée se remettent en place plus ou moins vite. Les pièces sont plus propres et ça ne pue plus la cigarette. Nous ne parlons toujours pas beaucoup, mais au moins, personne ne boit, personne ne se drogue. Normal. Voilà à quoi ressemble une journée normale. 7 heures, je me réveille en sueur. Il fait trop chaud. Parfois, il monte le chauffage pendant la nuit. À d'autres moments, il le baisse. Et je me réveille en frissonnant. Mais ce matin, il fait trop chaud. Je reste au lit pour réfléchir. Je pense à des moments du passé. Quand j'étais petit, quand mon père restait à la maison, quand ma mère était en colère. Je me souviens toujours d'elle en colère ou énervée. Ou les deux. Je me souviens aussi du jardin. Le jardin de la maison où nous habitions avant que mon père devienne riche. La pelouse rabourgie, la haie, la rocaille en ruine, les sapins. Je les vois clairs comme un ciel bleu.
Tout au bout du jardin, il y a 2 sapins et une haie de troènes verts. Des pigeons ramiers s'interpellent dans les arbres. Dans mon souvenir, la haie est une jungle. Je me souviens de l'été. Des orvets dorment sur le sable, là où les racines de la haie affleurent. Les orvets. Si minces dans leur peau de cuir verni, je reste assis en tailleur sous la haie pour les observer. Les orvets ne sont pas des vers et ce ne sont pas non plus des serpents. Je le sais parce que je l'ai lu dans mes livres sur les animaux. Les orvets sont des lézards sans pattes. Ils ont des embryons secrets de pattes avant et arrière pour prouver que ce sont bien des lézards. Assis dans la poussière, je me gratte les fesses en émettant discrètement une motte de terre entre mes doigts et j'observe les orvets en pensant à la blague de mon père. Question. Que disent 2 serpents qui se rencontrent? Réponse. Quel reptile? J'espère que vous avez apprécié cette blague. Hein. Voilà, n'hésitez pas à aller vous pendre et à couper le stream suite à cette blague. Pour une fois, je n'ai pas prononcé, c'est pas ma faute si une blague pas drôle. Je me souviens de la bouche de mon père, de son sourire, de ses dents blanches bien plantées, de sa moustache en brosse, et je reste assis par terre dans le jardin. Et je frotte ma paume contre mon genou en chantonnant une petite chanson pour moi, tout seul, sur l'air de Sweet Blind Mice, Hello Hello, Minimo, tu vas là-haut, Minimo, tu vas là. Oh, sur le dernier haut, je me jette sur l'orvet pour l'attraper, mais je ne suis pas assez rapide. Je n'étais jamais assez rapide. Tout ce que je réussissais à attraper, c'était une poignée de terre et de feuilles mortes. 8 heures. Les lumières s'allument et mes souvenirs s'évanouissent. Je me lève, je passe mes vêtements déchirés, grand t-shirt, chemise molletonnée, sweat ouvert et capuche, pantalon large qui le devient chaque jour un peu plus, grosses chaussures de marche, je vais dans la salle de bain, je me lave et me brosse les dents, je glisse le drap par-dessus ma tête pour aller aux toilettes. En sortant dans le couloir, je croise Anya près de la cuisine. Je la salue d'un signe de tête. Je fais du café. Je m'assieds pour attendre l'ascenseur. 8h45. Jenny entre. Nous bavardons. Elle a des boutons sur la jambe. De petites piqûres. Je me dis qu'il faudrait ajouter des citrons à la liste d'aujourd'hui. J'entends dire quelque part que le jus de citron calme les piqûres de puces. Ou alors du nécessaire pour enlever les puces. Je dis ça, je dis rien. 8h55. Fred arrive, torse nu, en se grattant le ventre. Il ne dit pas grand-chose, il ébouriffe les cheveux de Jenny en passant. Je lui annonce que je veux le voir plus tard dans la matinée. Il est d'accord, il se fait une tasse de café, retourne à sa chambre, l'air ailleurs. 9h, l'ascenseur descend, des provisions, du jus de fruits, du lait, des fruits. Jenny m'aide à tout ranger. 9h30, c'est au tour de Bird de préparer le petit déjeuner, mais il a oublié. Jenny fait griller des toasts. Nous mangeons ensemble, je fais du café que je vais porter à Russell. Je veux lui parler de quelque chose. Mais sa tête le fait souffrir, alors je le laisse tranquille et je retourne m'installer dans la cuisine. Le reste de la journée se traîne. L'horloge retarde. Je parle à Fred. Je vais voir comment va Russell. J'aide Jenny à faire le ménage. Je m'allonge pour rêver encore au jardin. Je me souviens de mes vêtements. Un short bleu pâle, un t-shirt tailleur marron, des sandales. Je me souviens de la canne au bambou que j'avais dans une main et du jus d'orange que je tenais dans l'autre. J'avais les mains sales et je rêvais tout éveillé. Dans mon imagination, notre jardin, c'était l'Afrique, l'Amérique. Une plaine immense et déserte d'herbes folles, avec çà et là des roses rouges, chiffonnées et des massifs d'oreilles de lapin. Je me souviens d'avoir détaché une épine de rosier et de l'avoir léchée avant de me la coller sur le nez. J'étais un rhinocéros, et alors, imaginant d'autres rhinocéros et des lions, je vais frapper un gros ballon rouge avec ma canne en bambou, mais je le rate, et l'épine tombe. Je shoote dans le ballon qui s'envole par-dessus la rocaille jusqu'à une plate-bande de faux aloès écarlate où il casse une tige en pleine floraison. Je jette un coup d'œil rapide à la porte de derrière pour vérifier que ma mère n'a rien vu, et je file voir si je peux réparer la fleur cassée. Mais je ne peux pas. Alors, je l'arrache, et je l'enfuis profondément à la base de la haie. Je sais que ma mère ne regardera pas là-dessous parce qu'elle a peur des orvets. Mais si elle allait regarder quand même. Et maintenant,
Le souvenir de ce qui s'est passé un jour, au début de l'été, me brûle le cœur. J'avais arraché toutes les pétales des pensées de ma mère, et elle s'était mise vraiment en rage, une fois de plus. Espèce de petit crétin! Des yeux féroces. Mais qu'est-ce que tu as encore fabriqué? Et qu'est-ce que c'est que ça? Elle montre un bocal plein d'eau trouble. Des brindilles et des pétales de pensée flottent à la surface d'un épais liquide brunâtre. Il y a aussi des insectes et de l'herbe. Des petites bêtes, des feuilles, de la mousse, des cloportes, des vers, des escargots, une limace, des petits cailloux, du gravier, de la boue. Qu'est-ce que c'est? C'est une soupe de jardin, voilà ce que c'est. La fameuse bouillie que tu manges quand tu es enfant, on la connaît tous. Qu'est-ce que je fabrique? Je collectionne des choses dans un bocal rempli d'eau et je les mélange, juste pour voir ce que ça va donner. Ça fait de la gadoue, c'est dégueulasse. C'est ça que je fais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Crie ma mère. Rien. Qu'est-ce que tu as encore fabriqué? Rien. Viens ici. Je suis incapable de bouger. Viens ici. Elle me fourre le bocal entre les mains. Débarrasse-moi de ça immédiatement. Allez, vas-y. Je me mets à pleurer. Ouh. Tu t'en débarrasses et c'est tout. Je l'emporte un peu plus loin sur le sentier et je le renverse près des rosiers. Pas là! Je la vois dans l'embrasure de la porte, sa cigarette à la main et je ne sais pas quoi faire, j'ai peur. Elle hurle. Laisse-le là, pose-le par terre. Elle tire une longue bouffée de sa cigarette. Pose-le par terre. Doucement, je dépose le pot de confiture sur la pelouse en faisant bien attention à ne rien renverser. L'eau trouble fait des vagues dans le bocal. Je vois des morceaux d'insectes, des bateaux en ailes de scarabée, une limace noire qui nage entre deux eaux comme une baleine. Viens ici. Je béis en traînant les pieds. J'ai les yeux qui piquent. J'ai besoin de faire pipi. Ma mère me saisit par le bras, me retourne et me flanque une claque sur la cuisse. Petit merdeux. Et une autre cinglante. Monte dans ta chambre. Je vais dans ma chambre et je pleure toutes les larmes de mon corps. Plus tard, elle m'apporte des biscuits et un verre de lait. Linus, elle chuchote. Linus. Je ne peux pas lui répondre, je tremble. Je l'entends murmurer. Tout va bien maintenant, tout va bien. Je ne dirai rien à papa. Papa n'a pas besoin de savoir. Je ne sais même pas s'il y a une part de vérité dans tout ça. Je ne peux pas dormir. Je tremble. Vendredi 17 février. Hier, j'ai essayé de m'évader. Ça n'a pas marché et maintenant, nous en souffrons tous. Avant de me lancer, j'ai écrit ce que j'avais l'intention de faire sur une page de carnet et je l'ai montré aux autres. Jenny a trouvé que c'était une bonne idée. Baird et Anya ont dit que je perdais mon temps. Russell pensait que c'était trop risqué. Fred non plus n'avait pas l'air d'en penser beaucoup trop de bien, mais au moins, il était d'accord pour essayer, et finalement, il a persuadé les autres que ça valait la peine de tenter le coup. Il sait convaincre quand il veut. Alors, hier soir, une demi-heure à peu près avant que l'ascenseur remonte, nous nous y sommes mis. Pendant que Jenny et Fred étaient dans la cuisine en train de faire frire du bacon, j'ai pris un rouleau de sac poubelle et je suis allé remplir un avec tout ce que je pouvais ajouter dans la salle de bain. Au signal, dont nous étions convenus à l'avance, Jenny a accidentellement renversé la poêle à frire. La graisse du bacon a coulé sur la cuisinière et s'est enflammée. Jenny a crié « Au feu !» avant de filer dans sa chambre. Les flammes se sont propagées sur la cuisinière. Bird et Anya ont fait éruption dans la cuisine en hurlant à plein poumon. Pendant ce temps, Fred, qui avait cassé un pied de chaise en bois, en a plongé une extrémité dans la graisse brûlante assez longtemps pour que le bois s'enflamme lui aussi. Il s'est vite enturbané d'un drap pour se protéger le visage. Il est monté sur la table et il a attaqué la grille du plafond avec son tissant enflammé. Moi, pendant ce temps, j'étais dans la salle de bain. Dès que les cris ont commencé, je me suis mis au travail. Il fallait faire vite. Enlever les détritus du sac poubelle. Détacher 5 autres sacs du rouleau. Placer rapidement un sac dans un autre, puis un autre, puis un autre. Pour fabriquer un sac extra résistant avec 6 sacs ordinaires. C'était de grands sacs poubelles prévus pour les déchets du jardin. Je ne sais pas pourquoi il avait choisi cela. Nous ne les avions pas demandés. Je pense qu'il n'avait pas imaginé que ça pouvait avoir la moindre importance. Ou peut-être que si, j'y pense maintenant. Il savait très bien ce qu'il faisait depuis le début. Enfin, voilà. Nous avions ces sacs poubelles grande taille, et je suis plutôt petit pour mon âge. Alors, quand je me suis glissé à l'intérieur du sac poubelle, je me suis recroquevillé autant que je le pouvais. Il restait de la place pour fermer le sac au-dessus de ma tête. Et j'ai attendu, espérant, me demandant si... J'entendais le raffut dehors, Fred qui jurait, Anya et Bird qui criaient, et puis, tout à coup, cette abominable sirène assourdissante s'est déclenchée. Elle n'a pas hurlé très longtemps, mais c'était assez pour faire des dégâts. Et puis,
Tout est redevenu silencieux. Dans l'obscurité de mon sac en plastique noir, j'ai attendu, en espérant, me demandant si... Est-ce qu'il m'avait vu fabriquer le sac? Est-ce qu'il m'avait vu monter dedans? La diversion avait-elle été efficace? Avais-je fabriqué un sac ultra résistant? Assez résistant? J'ai attendu. Je ne bougeais pas d'un cil. Au bout d'un moment, j'ai entendu les pas de Fred qui résonnaient dans le couloir. La porte de la salle de bain s'est ouverte, les pas ont résonné plus près, et Fred a déversé les ordures sur ma tête. Pas beaucoup, juste assez pour la recouvrir. Le sac a été fermé. J'ai ainsi Fred le saisir et le soulever, et je retourne mon souffle, en m'attendant à moitié à voir le sac se fendre en deux sous mon poids. Mais il ne s'est rien passé, et j'ai senti qu'on me portait dans le couloir. Putain, c'est trop malin ce qu'ils font. Je l'ai dit, je ne suis pas très grand et pas très lourd, même quand tout va bien, mais c'était quand même une sacrée prouesse. Fred devait me porter comme si je ne pesais rien, comme si ce n'était qu'un sac poubelle ordinaire. Incroyable. C'était vraiment une impression bizarre que d'être transporté comme un sac à ordures. Et à un moment, j'ai même failli éclater de rire. Je l'imaginais comme un tout petit personnage qu'un client rapporte chez lui, sans le savoir, dans son sac de supermarché, et qui bondit du sac pour terroriser le malheureux. Ce n'est pas tellement drôle, si? Je suppose qu'il fallait être là pour trouver ça drôle. Je sentais que Fred tournait à gauche et se dirigeait vers l'ascenseur. Ensuite, il m'a posé par terre le plus doucement possible, mais sans montrer qu'il agissait avec douceur. Il m'a posé par terre dans l'ascenseur et il m'a laissé là, un sac à ordures comme les autres. Tout ce qu'il restait à faire, c'était attendre, jusqu'à 9h, en espérant 1. Que l'ascenseur allait monter comme d'habitude, 2. Que le type à l'étage au-dessus ne m'avait pas vu me cacher dans le sac, 3. Qu'il n'avait pas trop fait attention quand Fred m'avait porté dans le couloir. Ça faisait beaucoup de choses à espérer. C'est vrai, mais la chance sourit aux audacieux. Le temps passait lentement, j'attendais, sans bouger. Au bout de quelques minutes, la porte de l'ascenseur s'est fermée. Tsiong. J'ai retenu mon souffle. Avec une secousse, l'ascenseur s'est mis à monter. Je n'y croyais pas. L'ascenseur était en mouvement, je montais, j'allais sortir du bunker. L'ascenseur s'est arrêté. Chdang, chdang. Tout était silencieux. J'attendais, rien. La porte restait fermée. J'attendais, rien. Et j'ai entendu un très léger sifflement, le son du gaz qui s'échappe. Quelques instants plus tard, je l'ai senti. Une odeur chimique, même pas déplaisante, comme une odeur d'hôpital, propre, gazeuse et... Oh merde, ai-je murmuré. Et c'est tout. Je ne me souviens de rien d'autre. Le néant. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur mon lit, dans ma chambre. J'avais une migraine épouvantable, les yeux collés et des maux de ventre. Je frissonnais violemment. Il faisait un froid polaire. J'avais l'impression que mes paupières étaient scotchées et j'avais un sale goût à l'arrière de la gorge. Je me suis assis en gémissant et je me suis forcé à ouvrir les yeux. Russell était assis sur la chaise en face de moi. « Comment tu te sens ? Hein ? Comment tu te sens ?» Comme un con, j'ai répondu, en me frottant les yeux pour les décoller. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a tous gazés. Moi dans l'ascenseur, les autres dans le bunker. Ils sont restés inconscients environ 3 heures. Moi, j'ai été dans les larmes pendant 12 heures. Il m'a laissé dans l'ascenseur. Quand les autres sont réveillés, ils m'en ont sorti et m'ont mis au lit. Pendant un long moment, on n'a pas eu l'air en forme, a dit Russell. Nous étions tous très inquiets à ton sujet, surtout Jenny. Enfin, Jenny elle a que lui donc. C'est normal, c'est normal. Elle va bien ? Aussi bien que possible, tant mieux. Mais pourquoi il fait si froid ? Je grelottais dans mon lit. Il a coupé le chauffage. C'est une punition, je suppose ? Russell a confirmé d'un hochement de tête. Et je crains que ce ne soit pas tout. Pendant que nous étions tous inconscients, il est descendu. Il a enlevé tout ce qui était comestible de la cuisine. Il a aussi enlevé les boissons. Tout ce qui nous reste, c'est l'eau du robinet. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais j'ai été secoué par une quinte de toux qui m'a plié en deux sur le lit. Maintenant il est tard. Je ne me sens pas trop mal, physiquement en tout cas. Je suis allé trouver Jenny tout à l'heure. Quand elle m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Elle a cru que j'allais mourir, elle m'a dit. Je n'allais pas mourir, j'ai dit. Je suis dur comme du bois. Non, ce n'est pas vrai. Tu es tout maigrichon comme moi. C'est pas vrai, t'es une victime. Ça m'a fait sourire. Je ne suis pas maigrichon. Elle s'est essuyé le nez. Si, tu l'es. Bon, et alors, si tu veux le savoir, nous autres, les maigrichons, les nains, nous sommes bien plus résistants que nous n'avons l'air, pas vrai ? Que la force soit avec les nains. Elle a presque ri. La force avec les nains ? C'est quoi ça ? C'est ce que les autres n'ont pas. Le truc qui nous stimule, nous, toi et moi, les super nains. C'est ça. Je ne savais plus ce que je racontais, mais ça n'avait pas d'importance. Tout allait bien.
Et tout va toujours bien. Là maintenant, je suis dans mon lit, en train d'écrire, et je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps, et peut-être même que je n'ai pas jamais ressenti. Une impression d'intimité partagée. C'est énorme, c'est bouleversant. C'est un sentiment qui oblitère tout le reste, et je ne sais même pas quoi en faire. C'est tellement bon que c'est mieux que bon, mais en même temps, c'est intolérable. Ça me ramène à l'obscurité, à la douleur. Je ne peux pas en dire plus. Dimanche 19 février. Rien à manger depuis 2 jours. Nous sommes tous de plus en plus nerveux et irritables. Personne n'est venu me faire des reproches, mais je les lis dans leurs yeux. On te l'avait bien dit que c'était une idée stupide, on te l'avait bien dit. En même temps, il fallait bien tenter, et ça a marché pendant un moment, avant qu'ils se rendent compte de la supercherie. Du coup, c'était pas si con son idée en vrai. Et la preuve, c'est que l'autre s'en doutait pas, parce que sinon, s'il aurait voulu jouer avec eux, il les aurait pas punis derrière. S'il les a punis, c'est vraiment qu'il a eu le seum de s'être fait douiller. Du coup, c'était une bonne idée, je pense. Bon, même s'ils sont dans la merde là, mais chaque chose en son temps. Hier, le châtiment a continué, avec 3 heures d'un vacarme assourdissant. Je ne sais pas ce que c'était, un genre de musique abominable, des percussions comme des coups de tonnerre, des crissements atroces, des voix hurlantes. C'était affreux, et tellement fort que c'en était incroyable. Il n'y avait rien à faire. Nous sommes simplement tous restés au lit, avec nos draps et nos vêtements enroulés autour de la tête, les mains serrées sur les oreilles, pendant 3 heures. Infernal, indescriptible. Quand ça s'est enfin arrêté, le silence hurlait de douleur. Lundi 20 février. 4 heures de chaleur à crever, suivies de 4 heures de froid polaire, puis encore la chaleur et le froid, et la chaleur et le froid. Et encore, du bruit, en faire éclater les tympans, rien à manger, survivre et supporter, faire rentrer à l'intérieur de sa tête, essayer de couper le contact et attendre que ça passe. Rien ne dure éternellement. Tu peux l'endurer, endure. Et je pense que c'est ici que nous allons nous arrêter pour ce soir.